Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui accueille ce jour M. Bernard Zongo, un jeune engagé pour les changements au Burkina Faso. Bernard Zongo, faut-il le rappeler, est un expert en performance sociale dans l'univers de l'industrie extractive. Il a débuté sa carrière dans la décentralisation au Burkina Faso avant de continuer dans l'humanitaire pour le compte des ONG internationales et d'agences du système des Nations Unies dans plusieurs pays africains. Il est actuellement directeur adjoint de la performance sociale pour le compte d'un groupe minier, militant du mouvement Sens. On en reparlera tout à l'heure. Bernard Zongo est un des membres de la coordination nationale en tant que secrétaire national adjoint à la communication. C'est un jeune burkinabé basé du côté de Dakar au Sénégal. Il est de passage dans son pays où il revient régulièrement dans son pays. Monsieur Zongo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission le Grand Déballage. Comment va Bernard Zongo pour ceux qui nous regardent sur Burkina Info? Je vais très bien, mais très préoccupé par la situation de notre pays. Très préoccupé. Yes. Alors, du côté de Dakar, souvent, quand vous vous réveillez chaque matin, vous apprenez que le Burkina est attaqué, le Burkina est victime d'insécurité. Quel est le sentiment qui vous anime en tant que Burkinabé? C'est un sentiment de frustration parce que ce pays, c'est un pays béni en fait. Béni du fait que nous avons un peuple qui est très courageux, très travailleur et qui ne demande qu'à avoir la paix pour pouvoir s'occuper de ses propres affaires. Est-ce que vous qui êtes des Burkinabés qui vivent hors de nos frontières, vous êtes la risée des autres finalement? Oui, il y a souvent des sentiments où certains me disent souvent qu'ils ont des sentiments de honte, de gêne d'être burkinabé, sachant que dans les années 90-2000, moi je me souviens, moi j'en ai fait même l'expérience. Je suis arrivé une fois dans un pays en Afrique de l'Est et quand j'ai tendu mon passeport à l'immigration, le monsieur a vu que c'est un passeport du Burkina Faso, il m'a fait passer par le salon d'honneur. J'étais un peu surpris. Et quand il m'a reçu, il me dit, franchement, lui, il est fier de rencontrer un Burkinabé. Mais par la suite, la question qui a suivi, c'est pourquoi vous avez tué Thomas Sankara? Cette question, elle revient pratiquement à tous les niveaux. Chaque fois qu'un Burkinabé va hors de son pays, cette même question revient. Et quelle a été la réponse que vous lui avez donnée? J'étais d'abord ahuri, oui. Mais je lui ai fait comprendre que c'est un problème politique qui arrive dans pratiquement tous les pays africains à l'époque. Mais le plus important, c'est d'aller au-delà de ce qui s'est passé et surtout essayer de perpétuer les valeurs que Thomas Sankara a essayé de défendre. Et l'une de ces valeurs, c'est vraiment l'intégrité et la saine gestion des ressources publiques de l'État. Monsieur Zongo, vous suivez l'actualité du pays. Vous avez vu les événements du 30 septembre 2022 qui ont occasionné la chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il tombe aussi rapidement? Pas tellement, parce qu'il avait quand même suscité un peu d'espoir. Il avait quand même suscité un peu d'espoir à ses débuts, ne serait-ce que par la prise de parole. Parce que vous savez, c'est Napoléon qui disait qu'un leader, c'est un vendeur d'espoir. Et en prenant la parole et en disant qu'il allait être intraitable face à la question de corruption et qu'il avait besoin de 5 à 6 mois pour faire un bilan sur la question sécuritaire, les gens ont compris que quand même, voici quelqu'un qui est venu quand même pour redresser un peu la barque. Mais chemin faisant, malheureusement, on s'est rendu compte qu'en lieu de combattre l'insécurité ou de la reconquête du territoire, les objectifs sont rapidement glissés vers la réconciliation nationale, vers les négociations avec les terroristes. Un lieu et place de lutter contre la corruption. On s'est rendu compte que, bon, finalement, c'est aussi un régime qui est venu pour se servir. Et du coup, ça posait problème. Et ça posait problème, c'est-à-dire que le capital confiance qu'on avait placé en ce régime-là a commencé à s'effriter de jour en jour. Et l'un des coups de grâce, c'est pas tant que ça, mais ça a été l'augmentation des salaires des ministres. Pour vous, c'était indécent, il ne fallait pas en arriver là? C'était pas le bon moment. Oui. C'était pas le bon moment. C'est-à-dire qu'on est à une période de notre vie où l'existence même du pays est menacée. Et on s'attendait à ce qu'on installe une économie de guerre, une administration de guerre. Et les premiers à devoir donner l'exemple devraient être le sommet de l'État. Est-ce que dès que vous avez vu qu'on a doublé les salaires des membres du gouvernement, y compris donc celui du président, vous vous êtes dit on ne pouvait plus faire confiance à ce pouvoir-là? Ce n'est pas tant
l'acte de doubler les salaires ou d'augmenter les salaires, mais que la méthode. Ils ont péché dans la communication, ils ont péché dans la méthode. Est-ce qu'on pouvait même convaincre le peuple que c'était opportun de le faire quand on a une majeure partie des citoyens qui végètent pratiquement dans la misère? Absolument. Oui. Avec environ 2 millions de déplacés internes, avec autour de... En mai 2022, on estimait, le système des Nations Unies estimait qu'il y avait autour de 4200 écoles qui étaient fermées. Et c'était autour de 700 000 enfants qui étaient affectés. Bon, la production céréalière, en 2021, ça culminait à autour de 4 600 000 tonnes. Une régression de 10%. Donc, il y avait énormément de priorités. Et c'est sous le Damiba qu'on a constaté que, pour la première fois depuis 2015, que les terroristes ont conquis une province et allaient s'installer à Solenzo, allaient s'installer dans le chef-lieu de la résidence du haut-commissaire. C'était grave. Vous êtes dans l'humanitaire, on l'a dit, le gouvernement avait dit qu'il fallait nuancer tout de même les chiffres qui étaient communiqués. Oui, mais vous savez, ça c'est un discours pour se donner bonne conscience peut-être. Parce que quand vous allez sur le terrain, moi j'ai des amis qui travaillent sur le terrain. Que ce soit bon, je ne vais pas citer le nom des agences, mais j'ai des amis, des anciens collègues qui travaillent sur le terrain. On a les chiffres. Les systèmes des Nations Unies, la coordination des ONG, etc., ils publient les chiffres. Donc, ça va m'étonner quand même que toutes ces organisations qui sont réputées assez sérieuses et qui ont l'expérience dans la gestion des personnes déplacées, qu'ils arrivent à gonfler les chiffres. À quelle fin? Je ne suis pas certain. Ceux-là qui ont renversé Damiba ont parlé d'aventures politiques malheureuses, certainement le retour de Blaise Compaoré, la consécration de l'impunité. Est-ce que vous êtes reconnu dans ce discours qui avait été prononcé pour matérialiser en fait la fin de son pouvoir le 30 septembre 2022? Bon, je pense que le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est que le peuple burkinabé lui-même marque une pause pour se poser les bonnes questions. Parce que nous payons aujourd'hui le fait que la gestion du pouvoir d'État est prise en otage par des groupuscules ou par des clans. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Que ce soit des clans civils, que ce soit des clans militaires, ce n'est pas la réponse. Il faut, pour parler comme un langage courant qui est en vogue actuellement, il faut que le peuple s'organise, se mobilise pour reprendre sa chose. Parce que c'est le peuple lui seul qui est le dépositaire de la souveraineté et du pouvoir politique. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé le 30 septembre 2022, quand on a vu la mobilisation qui s'est faite? Pas du tout. Il faut qu'on fasse un peu... Enfin, il y a deux choses. Oui. Je vois, si on doit faire un parallèle par rapport à l'insurrection populaire de 2014, il y a une tendance centrale qui est là, c'est la soif de ce peuple-là pour un changement. Ça a été exprimé en 2014 et c'est ça aussi qu'on a vu au lendemain du coup de IB. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est qu'en 2014, cette insurrection était portée par le peuple lui-même, par les civils. Alors que là, c'est encore un clan. Mais on a l'impression que c'était tout de même civilo-militaire. Parce que s'il n'y avait pas tout ce monde dans la rue, rien ne prouve que Damiba allait partir. Oui, les gens sont sortis dans la rue, particulièrement nous, au niveau de Sens, du mouvement Sens, nous avons invité les gens à sortir dans la rue parce que notre discours a toujours été qu'il faut recadrer la transition. Et regarder la transition pour revenir à une transition civile et faire en sorte qu'on ait des institutions et des organisations, et une organisation qui permettent aux militaires de retourner au front pour faire ce pourquoi ils savent faire, ce pourquoi ils sont payés. Parce que nous sommes à une phase assez critique de la vie de notre nation. J'allais dire, nous vivons notre guerre mondiale au Burkina. Parce que c'est l'existence même de notre pays qui est en jeu. Si le mot ou si la devise, la patrie ou la mort a un sens, je pense que c'est maintenant. Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas de lien étroit entre l'insurrection de 2014 et la mobilisation du 30 septembre 2022 au Burkina? Le seul lien, c'est la soif du peuple pour le changement. Cette déferlante quand même, où on a vu, hein, c'est pratiquement du copier-coller, on a barré des routes, dans les villes de l'intérieur, il y avait une certaine ébullition. C'était tout comme le remake de 2014 qui s'est matérialisé en 2022. Ça, c'est dans la forme. Ça, c'est dans la forme, c'est comment les gens se sont exprimés dans la rue, etc. Mais dans le fond, c'est
le seul lien que moi je vois, c'est les aspirations profondes de ce peuple qui, du reste, n'ont pas été portées au lendemain des élections qui ont porté Roch Marc Christian Kaboré. Alors que, pour moi, au sortir de cette insurrection populaire, le président Roch Marc Christian Kaboré avait tout un capital de sympathie politique jamais vu dans l'histoire politique de ce pays. Il avait la Bible de l'avenir du pays dans sa main, mais malheureusement, il l'a feuilleté en l'envers. Et du coup, on s'est retrouvé encore dans un éternel recommencement. La question qu'on est appelé à se poser, est-ce que le Burkina est finalement ingouvernable depuis l'insurrection de 2014? Pas du tout. Le gouvernement, c'est le Burkina Faso, à mon avis, je ne peux pas me targuer de connaître le monde, mais j'ai quand même tourné, particulièrement en Afrique. J'ai vu des choses dans certains pays africains. Et moi, j'en viens toujours à la conclusion que le Burkina Faso, c'est le peuple le plus facile à gouverner. Vous pensez? Je pense. Un peuple qui chasse rapidement un président. Et je vais m'expliquer. Oui. Et je vais m'expliquer. Oui. C'est un peuple travailleur. Il n'y a personne au Burkina Faso qui se lève le matin pour aller à Kosiam pour demander à manger. C'est un peuple qui a un certain nombre de valeurs. Et l'une des valeurs, c'est la dignité. Les Burkinabés, c'est-à-dire que c'est des gens qui préfèrent souffrir pour avoir à manger que de tendre la main. Et ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est de porter ces valeurs-là et faire en sorte et créer les conditions pour que les gens puissent jouir de leur talent, de leur capacité intellectuelle, physique, etc., pour s'épanouir. Ce n'est pas pour rien que dans certaines organisations internationales, si vous causez avec les aînés, les gens vous diront qu'il y a certains postes, par exemple, qui étaient exclusivement ou tacitement réservés aux Burkinabés, au sortir de la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce sentiment d'intégrité. Il y avait ce sentiment ou cette conception que le Burkinabé, il ne va pas verser tout de suite dans la corruption, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est des choses, ce sont des valeurs qui sont en train de s'effriter. Et c'est dangereusement. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il est peut-être temps de marquer une pause et ne pas se précipiter pour aller à des assises. De toutes les façons, c'est fait. Hein. C'est consommé de toute façon, c'est consommé. Mais je veux qu'on fasse une escale quand même sur cet aspect de pouvoir gouverner. On a l'impression que chaque président qui arrive, le peuple ne se laisse pas marcher dessus. Est-ce que ça fait partie des particularités tout de même du peuple burkinabé, il faut le dire? Tout à fait, depuis 1966. Oui. Depuis 1966. Et c'est un peuple aussi qui est très patient. C'est un peuple qui est très patient et qui vous donne la chance de montrer que vous avez la volonté et le désir de travailler pour ses aspirations. Si vous retournez dans les années 60, le peuple burkinabé était très patient avec Maurice Yamouiro. Les syndicalistes ont averti, ils ont fait des marches, etc. Mais malheureusement, il y avait eu la sourde oreille. Et la tendance que moi je vois à travers l'histoire politique de notre pays, c'est que il y a une certaine forme d'arrogance et de suffisance dans la gestion du pouvoir d'État. Donc c'est ça aussi l'un des problèmes du peuple burkinabé. Et ça veut dire quoi? Ceux qui arrivent au pouvoir, généralement, ils ne sont pas humbles, comme disent les uns et les autres? Le pouvoir, dans la conception africaine, c'est comme un œuf. Si vous la saisissez mal, si vous l'attrapez mal, l'œuf tombe et se brise. Si vous serrez trop, l'œuf s'écrase également. C'est pour dire que quand on est un chef, on doit avoir une certaine balance. Il faut savoir comment gérer les attentes et les aspirations du peuple. Et surtout, mettre son énergie et ses idées au service de ces attentes-là. Et quand je vois un peu, revenons un peu à l'ère Roch Marc Christian Kaboré, les attentes étaient énormes. Il y a eu une manifestation qui a mis fin au règne de Blaise Compaoré pendant 27 ans. Il y avait énormément d'attentes. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il n'y a pas eu une oreille attentive à ces attentes-là. Il est parti. Damiba est venu. Ces mêmes attentes n'avaient pas changé. Et au jour d'aujourd'hui, l'attente majeure, c'est la sécurité. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de satisfaction sur le plan sécuritaire, peu importe le président qui est là, il va finir par partir comme les autres. Quand vous êtes dans une situation où vous ne contrôlez quasiment que 40% du territoire et que 60% du territoire est hors de votre contrôle, je crois que la priorité numéro 1,
c'est la sécurité. C'est la reconquête de l'intégrité du territoire national. Tout le reste devrait passer au second plan. C'est pour ça que moi, j'aurais aimé, par exemple, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'attitude du capitaine Traoré quand il a dit qu'il faut réquisitionner tous les V8 pour en faire des ambulances. Est-ce que ce n'est pas du populisme Oui, aussi? V8 ambulance, ça va coûter trop cher, le carburant et autres. Est-ce que ce n'est pas prudent d'aller mollo au lieu de vouloir faire des discours populistes finalement qui vont finir par rattraper les uns et les autres? Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le moment d'aller dans le populisme. Mais en même temps, ça veut dire également qu'il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir des tours d'ivoire parce qu'on ne peut pas continuer à faire comme avant. Notre administration publique ne peut pas continuer à fonctionner comme avant. Et je dis ça parce que nous avons l'impression, ou du moins j'ai l'impression que nous pensons, en tant que Burkinabés, nous pensons que la reconquête du territoire national, la question de la sécurité, c'est seulement l'affaire de l'armée. Non, ce n'est pas l'affaire de l'armée. Une armée ne gagne pas une guerre. C'est le peuple qui gagne la guerre. Donc, moi, je verrais bien les autorités réorganiser l'administration publique. Il nous faut une administration de guerre. Il nous faut une économie de guerre. Il nous faut une éducation de guerre. Parce que c'est notre existence qui est menacée. Donc, toutes les ressources de l'État devraient être réutilisées autrement pour servir un seul objectif, qui est la reconquête du territoire national. Et en ce sens, moi, je préfère avoir des V8 comme ambulance sur le terrain plutôt que de les avoir à Ouagadougou. Parce que dans tous les cas, ça va consommer aussi du carburant. Donc, mieux vaut les avoir sur le terrain pour servir. Et quand il a dit qu'il faut réquisitionner tous les véhicules qui sont garés pour une panne quelconque, etc., s'ils peuvent servir ailleurs pour aider les militaires à reconquérir le territoire, il faut qu'on y aille. On a l'impression que les premiers mots vous ont séduit. Hein. Très souvent, on dit que les premiers mots sont les meilleurs et après, on tombe dans la routine. Et Damiba, quand il est arrivé, vous avez dit qu'il était intraitable dans le discours, mais les faits ont vite fait de le rattraper un peu plus tard. Peut-être que la différence, c'est que Damiba a parlé, mais il n'a pas agi, ou du moins, il n'a pas agi assez. Bon, il faut accorder un peu le bénéfice du doute à celui qui vient d'arriver. Mais dans tous les cas, moi, je ne crois pas en l'homme providentiel. Ah, donc il n'y a pas d'homme providentiel au Burkina Faso, selon vous? Et je m'explique. Oui. Une grosse erreur que nous commettons souvent, c'est de penser qu'un individu va venir résoudre tous les problèmes du Burkina Faso. Non, il n'y aura pas de messie, il n'y aura pas quelqu'un qui va sortir, qui va tomber du ciel. Ah, certains avaient dit ici que Damiba était un envoyé de Dieu. Oui, mais on a vu le résultat. Ce que je veux dire, c'est que la seule solution, c'est le peuple. C'est le peuple qui s'organise et qui demande à toutes ses composantes de porter le sacrifice de la lutte. Mais Monsieur Zongo, est-ce qu'on va aller finalement dans une gouvernance par la rue au Burkina Faso? Le peuple peut sortir, demander qu'un dirigeant parte et le faire partir, mais après, est-ce qu'on va gouverner par la rue? Non, quand je dis que c'est le peuple, oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut gouverner par la rue. Oui. Une fois que prenons par exemple l'insurrection de 2014. Le gros problème, c'est qu'il y a eu cette insurrection et on a fait confiance à des gens à travers le système électoral et qui sont arrivés au pouvoir avec des aspirations qui étaient censées porter ces aspirations. Ça n'a pas été le cas. Mais quand je dis que le peuple doit être le dépositaire de cette lutte, ça veut dire quoi? C'est le peuple qui s'organise, qui crée ses institutions et qui fait en sorte qu'on ait une certaine stabilité où chacun dans la société fait ce pour quoi il a le plus grand talent. Mais si on nuançait les choses, le peuple, mais il faut quand même qu'il y ait des composantes, des représentants du peuple pour décider. Quand vous dites le peuple peut être dans la rue, mais le peuple ne peut pas décider de façon pragmatique quand même. Il faut être réaliste. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'institutions fortes. Oui. Et c'est pour ça que nous devons nous investir pour construire notre démocratie, pour qu'elle soit à la hauteur de nos aspirations. Je dis cela parce qu'il faut qu'on en finisse avec l'immixtion d'un groupe ou d'un clan dans la gestion du pouvoir. Alors, vous êtes, à vous entendre, vous êtes contre les coups d'État militaires? Absolument. Ah, vous n'êtes pas pour les coups d'État militaires? Absolument. Par oui. principe, le mouvement Sens est opposé aux coups d'État militaires. Parce que, je vais vous dire une chose, on ne peut pas aller d'instabilité en instabilité. Qu'est-ce qui nous... admettons que les coups d'État sont la solution. Qu'est-ce qui nous garantit que demain, il n'y aura pas un autre coup d'État? Ou dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Non. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Et l'armée a une mission régalienne
qui est la défense du territoire national, qui est la sécurisation de nos frontières, la reconquête des territoires perdus. Mais le même peuple demande souvent à l'armée de prendre le pouvoir. Vous avez parlé de 1966. On se rappelle Maurice Yameogo quand il a démissionné, quand il a été chassé du pouvoir. Les gens ont dit tout de suite l'armée au pouvoir. Et depuis lors, l'armée a toujours été au pouvoir, à part la parenthèse Rochma Christian Kaboré. Oui, en 1960, on venait d'avoir notre indépendance, ça ne valait même pas 6 ans. Donc on peut dire que les institutions, la plupart des institutions n'étaient pas encore solidement ancrées. Et quand le peuple est sorti, l'armée était la seule force organisée, disciplinée, qui était là. En 2014, vous étiez dans la rue, vous avez pu constater que finalement c'est Zita qui était militaire qui a fini par prendre le pouvoir aussi. Oui, pour une période de transition qui ne devait pas excéder un certain... La charte a été claire. Mais maintenant qu'on est revenu dans la démocratie, on a fait des élections, il y a eu un gagnant. Donc, il faut s'appliquer, il faut s'investir pour construire cette démocratie. Je vous donne des exemples. À travers le monde, partout dans le monde, il y a des situations où les gens ne sont pas contents du processus électoral, les gens ne sont pas contents de la gestion du pouvoir, mais ce n'est pas pour autant que l'armée va venir s'immiscer dans la gestion du pouvoir. Moi, je suis au Sénégal. Au Sénégal, ce n'est même pas dans l'imaginaire collectif ou dans l'imaginaire d'un officier de l'armée de penser qu'il peut venir faire un coup d'État. Ah oui, donc au Sénégal, on n'aura jamais de coup d'État militaire Je ne peux pas dire qu'on n'aura jamais, mais depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ils ont une tradition démocratique forte qui fait que même au moment les plus difficiles de leur vie démocratique, l'armée ne pense pas et ne songe même pas à s'immiscer dans la vie politique. Le dernier cas en date, avant de revenir sur le Burkina, on nous disait toute la population de Dakar était dans les rues dans l'affaire Ousmane Sonko, mais aucun officier n'a cru faire un coup d'État militaire. Ce n'est même pas dans la conception du Sénégalais. Vous en avez discuté avec des soldats, sûr, avec des officiers? Nous avons des amis qui nous informent. Moi, ça fait 6 ans que je suis au Sénégal. Ce n'est pas assez pour connaître un pays peut-être, mais quand on observe la vie politique du Sénégal, ils ont une forte tradition démocratique. Les débats sont menés en langue nationale. Tous les hommes politiques sénégalais s'expriment en langue nationale. Le peuple comprend, les gens savent, les gens sont instruits. Et les officiers, pour eux, pas question de faire un coup d'État, peu importe le régime qui est au pouvoir, peu importe les contestations populaires. Ce n'est même pas dans leur conception, dans leur imaginaire collectif. Voici un exemple qui devrait nous inspirer. Et vous, quand vous étiez à Dakar pendant les manifestations de Sonko, vous vous êtes dit, si c'était au Burkina, un capitaine ou un lieutenant-colonel aurait pu prendre le pouvoir? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, l'expérience du Burkina montre que l'armée, si vous prenez depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu seulement une décennie de gestion civile. Tout le reste, c'était une gestion militaire. Donc, ça me faisait un peu sourire quand le président d'Amiba, à ses tout débuts, a rassemblé les acteurs politiques pour les tenir responsables de la situation dans laquelle le pays se trouve. Était-ce une méconnaissance de la situation? Je ne sais pas. Peut-être que c'est fait à dessein. Je ne peux pas l'imaginer. Mais tout le monde dit que ce sont les politiciens qui ont ramené le pays dans cette situation. Quand ça n'allait pas sous Roch Kaboré, ce sont des politiciens qui ont appelé l'armée à faire un coup d'État militaire. Très souvent, ceux qui ont de tels discours sont peut-être des partis politiques qui peut-être ne croient pas au processus électoral, ou peut-être qui pensent qu'ils ne peuvent pas gagner des élections et ont besoin peut-être de l'armée pour venir s'aimer. Mais encore une fois, ce n'est peut-être pas la solution. Si l'armée était la solution pour la gestion des problèmes de Burkina Faso, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso serait un pays développé. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Alors, les militaires qui prennent le pouvoir tout le temps, les gens leur font confiance et après ils déchantent. Est-ce à dire qu'il faut travailler à faire en sorte qu'on n'ait plus jamais de coup d'État militaire au Burkina Faso? C'est la seule solution. La seule solution? Oui, c'est la seule solution. Je ne dis pas qu'un régime civil va être en mesure de résoudre nos problèmes tout de suite et maintenant. Non. Mais le régime démocratique a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est l'un des seuls régimes qui a réussi à domestiquer l'armée. La démocratie, la beauté de la démocratie, c'est qu'elle place l'armée sous la tutelle civile. C'est comme ça que ça doit marcher. Encore une fois, il y a plein d'autres... Regardez par exemple le cas du Venezuela. Le Venezuela a connu une crise profonde entre l'opposition et le parti au pouvoir. Ça a duré un an et demi, pratiquement 2 ans. Mais l'armée n'est pas intervenue. L'armée n'est pas intervenue. Donc, si nous croyons à la démocratie, il faut faire en sorte que cette démocratie-là
puisse répondre à nos aspirations et faire en sorte que chaque composant de la société burkinabé trouve le moyen de pouvoir s'exprimer à travers ces institutions et pouvoir apporter le meilleur de lui-même pour résoudre les problèmes. Alors, vous avez dit au peuple de faire une halte pour faire une autocritique. Est-ce que notre armée aussi ne gagnerait pas à faire son autocritique? Parce qu'on parle d'une armée qui est divisée avec des clans. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce clanisme dans l'armée ne contribue pas non plus à pacifier la situation sur le terrain. Tout à fait. Et les coups d'État, d'une manière ou d'une autre, contribuent à accentuer ce clanisme-là. Donc, plus il y a des coups d'État, plus l'armée se divise, selon vous. Je m'explique. Parce qu'un coup d'État, par définition, c'est une conspiration. Ce n'est jamais toute l'armée qui prend la décision de faire un coup d'État. C'est une partie de l'armée qui prend la décision de faire un coup d'État. Et une fois que le coup est consommé, elle essaie de rallier les autres membres de l'armée. Et dans ces conditions, on peut accepter à demi-mot, mais au fin fond de soi-même, on n'est peut-être pas d'accord. Et ce qui est encore dramatique dans notre situation, c'est que pendant que 60% du territoire est occupé, pendant que nous avons près de 2 millions de déplacés internes, c'est l'élite de notre armée qui est à Ouagadougou, qui se bat à Ouagadougou pour le contrôle du pouvoir politique. C'est ça qui est dramatique. Vous voyez? Tous les militaires au front, alors, finalement, selon vous? Absolument. Il faut que l'armée puisse se reconcentrer sur ce pourquoi on le paye. Aussi simple que cela. Je ne dis pas qu'un homme en armes n'a pas le droit de faire de la politique, mais il y a des règles pour cela. Alors vous, à vous entendre, vous étiez opposé à ce qu'on militarise l'administration. Vous avez vu toutes ces nominations sous Damiba qui faisaient polémique au Burkina Faso. Encore une fois, nous sommes en temps de guerre. Si on peut me faire la démonstration que ces nominations peuvent nous permettre de reconquérir notre territoire national, tant mieux. Mais ce n'est pas ce que nous observons. Nous avons aujourd'hui combien de généraux? En temps de guerre, est-ce qu'on a besoin de généraux dans des administrations? Je ne suis pas tellement sûr. Donc, encore une fois, l'armée n'est pas là, le peuple n'est pas là pour servir l'armée. L'armée est là pour servir le peuple. Est-ce qu'il faut passer ce message au peuple aussi d'arrêter de dire aux forces de défense de prendre le pouvoir d'État? Ça fait partie de l'éducation politique que nous avons l'obligation, en tant que mouvement politique, en tant que parti politique, c'est une obligation pour nous d'apporter notre contribution à la sensibilisation, à l'éveil des consciences sur la culture démocratique. Parce que, en bout de ligne, qu'est-ce qui compte? En bout de ligne, ce n'est pas tant la démocratie qui compte, ce n'est pas tant qui est au pouvoir qui compte. En bout de ligne, ce qui compte, c'est de répondre aux aspirations du peuple, de répondre aux problèmes du peuple. Pendant que nous sommes là en train de faire cette émission, nous avons pratiquement 700 000 enfants aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'école du fait que leurs familles sont déplacées. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si quelqu'un a 14 ans aujourd'hui et qui n'est pas scolarisé, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, alors c'est une bombe sociale. C'est une bombe sociale que nous avons. Ça veut dire que vous avez des inquiétudes pour tous ces enfants qu'on croise dans les rues. Il y en a qui pensent que c'est de la mendicité classique, mais dans le fond, c'est un problème pour l'avenir de la nation. C'est un sérieux problème pour l'avenir, parce que c'est le terreau du futur recrutement des terroristes. Il faut qu'on comprenne le mode opératoire de ces terroristes-là et les contrer sur leur propre stratégie. C'est pour ça que moi, je pense que notre administration, on devrait mettre en place une éducation de guerre. On a l'impression que vous avez un problème avec l'administration burkinabé. Vous avez commencé au ministère de la décentralisation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez quoi contre l'administration? Parce que vous savez que très souvent, ça fait polémique aussi ce débat-là. Les gens n'aiment pas qu'on en parle. Attention, je n'ai rien de personnel contre l'administration publique. Bien vous en parlez à plusieurs et puis vous revenez sur l'administration. Oui, parce qu'à la fin de la journée, l'administration est le bras armé pour exécuter pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques. On ne peut pas s'en passer. Et au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'il devrait avoir une réponse pour éduquer à tout prix ces élèves qui sont sans accès à l'éducation. Et je veux même peut-être choquer certains en disant que peu importe si ces élèves-là vont apprendre sous les arbres, dans des paillotes, le plus important, c'est le contenu de l'éducation, pas le cadre de l'éducation. Je rappelle que Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, il disait que eux, à leur époque, en Corée du Sud,
ils apprenaient sous les arbres. Mais au bout d'une génération, ils ont changé la situation. Le plus important, ce n'est pas la forme, le cadre d'apprentissage. C'est le contenu de l'apprentissage qui est important. Donc, je pense qu'au niveau de l'administration, le Burkina, c'est un pays où les gens foisonnent d'imagination et de créativité. Donc, il faut qu'on fasse appel à cette créativité-là pour s'occuper rapidement de ces enfants-là, pour que demain, ils ne deviennent pas un autre problème pour notre pays. Est-ce qu'on est moins ambitieux au Burkina Faso par rapport aux défis sécuritaires et à la relance économique de notre pays, selon vous? Je ne pense pas que c'est une question d'ambition pour le dire, mais je pense que c'est beaucoup plus un décalage entre c'est un décalage entre les intentions des gouvernants et les attentes du peuple. Un décalage. Il y a un décalage total. Et c'est ça qui crée un peu cette fracture sociale. Non, parce qu'on se rappelle qu'en janvier, quand on devait renverser Roch Kaboré, Damiba a dit que c'était pour les questions sécuritaires. Vous reprenez encore Damiba qu'on a chassé, on parle de questions sécuritaires. Chacun vient accuser l'autre sur les mêmes arguments et on prend le pouvoir d'État. Et après, on se rend compte qu'il n'y a pas de changement véritable. Voilà pourquoi je parle de questions d'ambition. Est-ce que nous sommes moins ambitieux pour régler nos problèmes? Non, ce n'est pas une question d'ambition, c'est une question de clans qui s'organisent, fut-il des clans civils ou militaires qui s'organisent pour prendre le pouvoir d'État. Et il faut qu'on mette un terme à cela. Et pour cela, il faut qu'on en finisse avec l'immixtion de l'armée dans la gestion du pouvoir politique. Donc plus de militaires au pouvoir, peu importe la démocratie, même si elle est bancale. Attention, je ne dis pas plus de militaires au pouvoir. Non, un militaire qui passe par la démocratie ou qui enlève le treillis, à la limite, il peut conquérir pour le pouvoir d'État. Il y a des règles pour cela. Un militaire qui veut s'engager, qui veut faire de la politique, il y a des règles pour cela. C'est encadré par la loi au Burkina Faso. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on arrête qu'à chaque fois qu'il y a des contradictions au niveau de la gestion du pouvoir politique, que l'armée s'invite pour s'accaparer du pouvoir. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce qu'on ne peut pas aller d'instabilité en instabilité. Parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Toutes ces crises-là, la manière de gérer ces crises, etc., c'est aussi comme ça que les institutions apprennent. Ce qu'il nous faut, c'est que toutes les composantes de la société burkinabé s'investissent pour qu'on puisse construire des institutions inclusives qui répondent aux aspirations, des attentes de toutes les franges de la population. Sinon, si on reste dans le clanisme, et quand je dis clanisme, c'est tout ce qui est corporation, tout ce qui est lutte pour le contrôle du pouvoir qu'on voit maintenant comme un gâteau, etc. Non, il faut qu'on arrête avec ça et qu'on revienne aux fondamentaux. Qu'est-ce que nous voulons en tant que peuple? Les réponses sont là. Il y a eu pas mal de réflexions qui ont été conduites. Il nous suffit simplement de nous asseoir. On se parle en tant que Burkinabé. Est-ce qu'il faut aller donc dans la réconciliation, le vivre ensemble? Beaucoup ont parlé de réconciliation. Dans tous les cas, ça ne fait pas honneur au peuple burkinabé que nous ayons des anciens chefs d'État qui vivent à l'extérieur de leurs frontières. Ah, vous êtes d'accord pour le retour de Blaise Compaoré? Absolument. Donc vous avez salué ce retour. Attention, il faut que le Blaise Compaoré revienne à la maison. Il faut que le président Damiba revienne à la maison. Mais Yacouba Isaac Zida aussi. Yacouba Isaac Zida. Mais il faut passer par la case de la justice. On ne peut pas sacrifier, on ne peut pas faire la réconciliation sur le dos de la justice burkinabé. C'est créer un précédent grave qui vont encourager d'autres à refaire la même chose. Il faut qu'en tant que Burkinabé, qu'on s'asseye et qu'on passe par la case de la justice pour régler nos différends. Parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des Burkinabés? C'est la promesse que, premièrement, nous avons les mêmes droits. Et les mêmes devoirs, comme la Constitution le dit clairement. Nous avons les mêmes droits. Et les mêmes devoirs. Deuxièmement, que nous serons tous, et cette promesse que nous serons tous traités de la même manière devant la loi. Et enfin, qu'en tant que Burkinabé, nous aurons accès aux mêmes opportunités. Certains disent que oui, tout ça c'est bien beau, ce sont les textes, ce sont les discours, mais pour passer à la paix, il faut faire fi un peu d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous êtes favorable à cela? L'amnistie ou encore la grâce qu'il faut accorder à certaines personnes? Mettez-vous à la place des victimes.
moi je connais des gens, ou du moins, mettez-vous simplement à la place des victimes. Imaginez un enfant qui avait 7, 8 ans et dont le papa ou la maman, pour des raisons X ou Y, a été, voilà, il ne sait pas où est atterré son papa, il grandit avec ça, et du jour au lendemain, vous demandez à cette personne, bon, écoute, hein, voilà, il faut oublier, c'est la vie, etc. Non, les familles ont besoin de faire leur deuil. Et c'est thérapeutique que entre guillemets, les bourreaux viennent vers les victimes pour dire voici ce qui s'est passé. Donc il a manqué la manière. En fait. Oui, pour vous, il a manqué la manière. De responsabilité oui. Et demander sincèrement pardon. Nous sommes des Africains. Nous sommes, et en tant qu'Africains, les gens sont sensibles au pardon. Est-ce que c'est l'État qui était censé porter ce projet de réconciliation tel qu'est ficelé aujourd'hui, on le voit au Burkina Faso? Oui, l'État peut porter ce projet, mais il faut impliquer les familles. Il faut impliquer un certain nombre de personnes qui sont les dépositaires d'une certaine source de légitimité dans notre pays. Et c'est à ce prix-là, parce que le plus important, c'est qu'on puisse se parler et qu'on puisse se donner la main pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se répète plus. C'est en ça l'intérêt de la réconciliation. On ne décrète pas la réconciliation. Est-ce que vous pensez que la réconciliation peut contribuer à ramener la paix au Burkina Faso? Est-ce que des anciens chefs d'État qui sont hors de nos frontières, leur retour peut ramener les terroristes à la raison pour qu'ils déposent les armes? Bon. Là encore, il y a aussi, j'allais dire, une certaine confusion. Si on nous fait la démonstration que c'est parce qu'il n'y a pas de réconciliation que le Burkina Faso connaît cette situation, ça pose des questions. Mais la réconciliation, elle n'a pas commencé aujourd'hui. La réconciliation a commencé depuis l'époque de Nazi Bouni. C'est Nazi Bouni qui a été l'un des premiers à proposer à Maurice Yamwero qu'il faut qu'on aille à la réconciliation. Parce qu'à un moment donné du pouvoir de Maurice Yamwero, les opposants ou ceux qui étaient opposés à son pouvoir étaient obligés d'aller à l'exil. Et ces gens-là avaient commencé à parler à Maurice Yamwero pour lui dire « Écoute, nous sommes les fils de ce pays, mettons-nous ensemble, faisons une réconciliation nationale. » Est-ce que vous... Donc, c'est pour dire qu'indépendamment de la situation actuelle, en tant que Burkinabé, moi, ça me fait mal de voir que Blaise Compaoré, qui a servi le Burkina Faso pendant 27 ans, qu'il soit dehors. Moi, ça me fait mal que Paul, l'ex-président d'Amiba, qui est encore très jeune, qu'il soit dehors. Pourquoi? Il faut qu'il revienne à la maison. Est-ce que ce n'est pas une leçon aussi pour ceux qui héritent du pouvoir d'État? Il faut apprendre du passé pour mieux construire l'avenir. La leçon, c'est plutôt Rochma Christian Kaboré. Oui. Il a perdu le pouvoir, il avait la possibilité de s'exiler, mais il a refusé. Il a dit, je reste dans mon pays. Si je dois répondre devant la justice, je vais répondre. Il est assis au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé? Non. C'est ça un homme d'honneur. C'est ça être burkinabé. Et c'est cette valeur-là qu'il faut qu'on inculque à nos responsables politiques. Sinon, ça sera un peu trop facile. Je gère le pays et si ça ne va pas, à la moindre occasion, bon, je pars ailleurs. Non. Un homme responsable, un homme d'honneur doit répondre de ses actes. On espère que votre message a été entendu. Dans les propositions qui avaient été faites sous Damiba, on parlait de dialogue avec les groupes armés, ceux qui veulent déposer les armes, qu'ils les déposent et qu'on puisse aller à la paix. Est-ce que vous pensez que ça peut être une piste crédible, la négociation, le dialogue avec les groupes armés? Dans tous les cas, à la fin de la journée, toute guerre finit autour d'une table de négociation. Toute guerre finit autour d'une table de négociation. Maintenant, c'est les conditions dans lesquelles on va à cette table de négociation, c'est peut-être là où il y a le débat. Nous avons pris le président d'Amiba au mot. Il a dit, dans 5 mois, je vous ferai le bilan sur la reconquête du territoire national. Et en lieu et place de cela, nous on s'attendait à ce que l'armée, qu'on organise le peuple burkinabé pour aller à la reconquête de ces territoires-là. Mais en lieu et place de cela, nous avons vu, non, il y a eu une réconciliation au forceps qu'on a voulu
imposée au peuple burkinabé. Je pense que c'est ça qui a décrédibilisé un peu son initiative. Sinon, la négociation en soi, ce n'est pas mauvais, mais il faut le faire en ayant le rapport de force en sa faveur. Voilà qui est bien, nous évoluons toujours dans l'émission. Je voudrais vous entendre sur un autre élément. La jeunesse toujours utilisée, 2014 c'était des jeunes, 2015 contre Djengere c'était des jeunes, 2022 encore ce sont des jeunes. Alors finalement, comment la jeunesse peut capitaliser ces différentes luttes-là pour vraiment être un tremplin pour le développement du Burkina? Nous sommes un pays où vous avez à peu près 78% de la population qui a moins de 35 ans. Donc, la question ne devrait même pas se poser. Je signale au passage que vous avez écrit un livre, Appel à la jeunesse, qui date de 2022. Un livre déjà dans lequel vous êtes en train de dire à la jeunesse burkinabé, il faut impérativement qu'elle s'assume, qu'elle prenne ses responsabilités. Absolument. On ne peut pas laisser la charge de la gestion du pays à des groupuscules, à des clans, qu'ils soient futiles, civils ou militaires. Est-ce qu'on n'utilise pas la jeunesse uniquement? Est-ce qu'on n'abuse pas de la jeunesse burkinabé? Bien sûr, je ne veux pas être méchant, mais à certains égards, les jeunes sont utilisés comme du bétail électoral. Oui. Et une fois qu'on a le pouvoir politique, on gagne les élections, bon, on les met de côté pour gérer sa chose. Comme on le dit. Ça vous fait mal, ça vous choque de voir comment on utilise la jeunesse de cette manière? Parce qu'on passe à côté de l'utilisation de talents. Mais est-ce que les jeunes eux-mêmes ne sont pas inconséquents? Est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité? Parce que si vous suivez des gens qui ne vous disent pas la vérité, et souvent ils vous donnent de l'argent, ils vous donnent du carburant, vous les suivez, après il faut savoir qu'ils vont récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais attention, on ne peut pas, c'est vrai que c'est un seul âne qui bouffe la farine et que ça blanchit la bouche de tous les ânes, mais tous les jeunes ne sont pas des porteurs de valises. Vous avez des jeunes qui sont très conscients, politiquement formés, etc., qui font un travail remarquable. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas sous le feu des projecteurs. Et comment récupérer cette partie de la jeunesse qui a failli là? Parce que vous savez, ce que vous dites, c'est juste, on a une bonne partie des jeunes qui sont responsables et autres, mais celle qui a failli, cette partie-là, comment la récupérer, la ramener à la raison pour éviter qu'on ne soit toujours dans la dynamique de l'utilisation malsaine des jeunes? La jeunesse a besoin de rêver. De rêver? Oui, la jeunesse a besoin de rêver. Et le rêve d'un jeune au Burkina Faso ne devrait pas se limiter à acheter une parcelle, construire une maison et acheter une voiture. Non. Ce n'est pas parce que, même si on a des conditions modestes, ce n'est pas parce qu'on a des conditions modestes qu'on doit avoir de petits rêves. La jeunesse a besoin de rêver. Et pour rêver, il faut être cultivé, il faut connaître son histoire politique. Il faut s'engager politiquement. Il faut être compétent et faire très bien le travail pour lequel on fait. C'est seulement à ces conditions-là qu'on peut avoir des jeunes qui sont politiquement bien formés, qui sont compétents et qui nourrissent l'envie de servir le pays. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans notre pays, parce que la gestion du pouvoir est faite de manière clanique, les conditions objectives ne sont pas encore réunies pour que tous ces jeunes qui ont du talent puissent participer d'une manière ou d'une autre, à la gestion du pouvoir politique. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi les partis politiques ont échoué dans l'éducation à la citoyenneté? Parce que s'il y avait un travail de fond qui était fait, les jeunes allaient comprendre les enjeux de leurs engagements, la détermination et autres. Les mouvements et partis politiques ont aussi leur part de responsabilité. Parce que, revenons un peu en arrière. Quand vous prenez par exemple la génération de nos dévanciers, si vous allez dans les années 70, 80, etc., l'université était un creuset de formation politique et idéologique. À travers l'UGEP, à travers l'ANEB, etc., on peut tout les reprocher. On peut tout les reprocher. Mais c'était un laboratoire de formation politique et idéologique. Des futurs leaders, beaucoup même, ils sont passés par là, effectivement. Mais malheureusement, pour des raisons peut-être sur lesquelles on peut épiloguer, et cela s'est effrité. Et au jour d'aujourd'hui, tous ces cadres de formation politique et idéologique ont quasiment disparu. Et ça fait que vous avez une jeunesse qui est laissée à elle-même. Prenons les mouvements et partis politiques. Toujours on entend que les mouvements et partis politiques, leur rôle c'est la conquête du pouvoir d'État, etc. Non. Leur première responsabilité, c'est l'éducation du peuple. C'est écrit noir sur blanc dans notre Constitution. C'est l'éducation, c'est la conscientisation du peuple. Malheureusement, nos partis politiques aujourd'hui ne sont plus des creusets de production d'idées, mais c'est devenu simplement des officines de... Est-ce que les partis ne sont pas co-responsables finalement de cette situation que vit la jeunesse burkinabé? Encore une fois, les responsabilités sont partagées. Moi, je ne suis pas partisan de tout le monde est responsable.
Non. Il y a des responsabilités individuelles qu'il faut savoir dégager. Et il y a aussi des responsabilités collectives. Mais on ne peut pas noyer les responsabilités individuelles dans la responsabilité collective. Est-ce que nous sommes en démocratie? Parce que beaucoup disent que nous sommes plutôt en plutocratie qu'en démocratie. Vous n'avez pas d'argent, vous avez un parti, vous n'obtenez rien. Vous êtes du mouvement Sens. Les dernières élections vous ont prouvé que quand vous n'avez pas suffisamment de ressources, vous n'avez rien. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut qu'on marque une pause et qu'on redéfinisse le Burkina que nous voulons et le modèle démocratique que nous voulons. Et nous pensons que pour que la jeunesse puisse s'intéresser à la question politique, il faut premièrement qu'on fasse en sorte que les mécanismes de dévolution du pouvoir soient connus, acceptés de tous et sacralisés d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, il faut qu'on extirpe l'argent de notre processus démocratique. Totalement. Totalement. Il y en a qui ont parlé de plafonnement des dépenses électorales. Est-ce qu'on peut enlever partout dans le monde, toutes les démocraties sont financées? Oui, on peut discuter des formules, on peut discuter, mais il faut que par principe, sur le principe, on soit d'accord que le pouvoir de l'argent doit être anéanti. Apparemment, vous en avez souffert au niveau du sens en 2020. Absolument. Moi, j'ai vécu ça en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Et c'est pour ça que j'encourage la plupart des gens bien, les gens comme vous, les gens comme tous ceux qui pensent que ce pays, qui peuvent jouer un rôle dans ce pays, à s'engager politiquement. Je ne dis pas nécessairement de rejoindre le mouvement Sens. On sera heureux s'ils peuvent nous rejoindre. Mais peu importe le parti politique, peu importe la formation politique, il faut s'engager politiquement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, on pense que les problèmes du pays, sur papier, on sait comment il faut résoudre ça. Dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, nous avons fini de résoudre tous les problèmes du pays. Mais il faut aller sur le terrain pour comprendre la réalité. Oui. Et donc la réalité est totalement différente de ce virtuel que nous vivons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous prenez le régime de Roch-Marc Christian Kaboré, plus ou moins il a gouverné en faisant attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Parce que la plupart de l'opinion se forme maintenant sur les réseaux sociaux. Mais il faut aller sur le terrain, il faut quitter les réseaux sociaux pour aller sur le terrain. Et j'encourage les intellectuels, j'encourage l'élite politico-bureaucratique à quitter l'univers des réseaux sociaux pour aller sur le terrain. Et vous qui avez été, oui, allez-y. Parce que quand vous allez sur le terrain, ça vous permet de jauger vos propositions avec les attentes du peuple. Peut-être que vous êtes à côté de la plaque. Peut-être que ce que vous croyez connaître, vous ne les connaissez pas. Moi, j'ai cet avantage que dans ma profession, je suis sur le terrain au quotidien. Non, pendant la campagne de 2020, mais pendant la campagne, 2020, qu'est-ce que vous avez vécu? Parce que vous avez dit que vous avez été victime de cette situation où on vous fait croire que sans argent, vous n'êtes rien politiquement. Je vous donne un exemple. Oui. Je ne vais pas donner les lieux, mais nous partons dans une localité, on fait de l'animation, on explique, etc. Et les gens disent, ah tiens, voici un discours qui est différent. Vous étiez où avant? Parce que c'est la première fois que nous entendons un discours. Vous êtes sincère, vous êtes honnête, etc. Mais quand nous, on finit, tout de suite quand on part, la nuit, d'autres viennent derrière et ils font parler le pouvoir de l'argent. Et c'est ce même peuple-là qui reçoit les mêmes personnes. Bien sûr. Parce qu'à la fin de la journée, les gens ne sont pas dupes aussi. Parce que les électeurs qui ont été tout le temps floués dans les processus électoraux, votez pour nous, on va faire ci, ça pour vous, on vote pour eux et ils disparaissent, ben, les gens commencent maintenant à marchander leur voix. Et c'est ça qui est dramatique, c'est le pouvoir de l'argent. Si on enlève l'argent de cette équation, on va voir que les partis politiques n'auront de mérite que sur la base de la qualité de leur programme qui est proposé. Est-ce qu'on vous a dit clairement que sans argent, on ne va pas voter pour vous? Certains candidats nous l'ont dit sur ce plateau-là. Absolument, absolument. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Si vous allez, il y a des circonscriptions électorales où carrément l'argent a parlé. Certains, à cause de ça, disent finalement que nous ne sommes pas suffisamment prêts pour la démocratie. Ce n'est pas vrai. Nous sommes prêts pour la démocratie. Ce n'est pas vrai. Peu importe ce que ça peut coûter, il faut aller à la démocratie. C'est quoi la démocratie? Oui. Les gens résument la démocratie à l'élection. C'est une grosse erreur. On ne peut pas mettre... La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. C'est cette erreur-là que nous commettons dans notre pays. La démocratie, peu importe la définition qu'on va leur donner, c'est ce que les Anglais appellent checks and balances. Il faut faire en sorte que les pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, c'est ça qui donne le sens à la démocratie. Le danger de dire que démocratie égale élection, c'est qu'après les élections,
on ne s'intéresse plus à la gestion du pouvoir au quotidien. Alors que c'est là où se trouve l'enjeu de la démocratie. Et la démocratie n'est pas une fin. Pour elle, on ne poursuit pas la démocratie pour poursuivre. La démocratie, c'est un outil, c'est un moyen pour répondre aux aspirations du peuple. Et à ce niveau, il y a encore du travail. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à réduire le nombre de partis? Le multipartisme qui est consacré dans la Constitution, faut-il revoir cet article-là? Diminuer le pouvoir de l'argent et vous verrez que ce problème va trouver une réponse à lui-même. Est-ce qu'il faut plafonner donc les dépenses électorales ou bien même donner les mêmes possibilités à tous les partis avec un contrôle rigoureux pendant la campagne électorale pour qu'il n'y ait pas véritablement ce qu'on a pu voir de par le passé au Burkina, de l'argent qui circule un peu partout dans les officines, dans les meetings et autres? Si tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont fait le constat, donc il faut que l'ensemble des acteurs s'asseyent et qu'ils décident de la meilleure façon d'extirper l'argent du processus électoral. Parce que tant que l'argent va rester dans le processus électoral, la corruption ne va jamais finir. La corruption électorale, le trafic d'influence, etc. Parce que celui qui investit son argent, il attend quelque chose en retour. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va aller en banque, prendre un prêt pour financer sa campagne pour être élu député? C'est parce qu'il attend quelque chose en retour pour pouvoir payer ce crédit, n'est-ce pas? Et c'est le peuple qui va payer ça? Absolument. Oui. Absolument. Donc, il faut faire en sorte que le pouvoir de l'argent soit minimisé, réduit à sa plus simple expression dans le processus électoral. Mais il y en a qui vous disent clairement qu'on veut que la jeunesse s'engage en politique, mais quand on voit le comportement des jeunes d'aujourd'hui, souvent on doute si les anciens ne sont pas mieux qu'eux. L'erreur que nous commettons, c'est de prendre des exemples isolés et penser que c'est ça qui est représentatif de la jeunesse. Non. Les jeunes, du moins, disons de manière générale, les gens mauvais, les gens que nous critiquons, les gens que nous disons que non, ils sont mauvais, ils sont corrompus, etc. C'est une minorité. C'est une simple minorité. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'eux, ils sont déterminés. Eux, ils pensent que le pays leur appartient. Eux, ils pensent que le pays n'a pas d'avenir sans eux. Alors que la masse de gens bien, est silencieuse. Et c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Absolument. Vous avez un autre livre qui est sorti, Penser et agir pour l'Afrique, qui a été publié en 2020. Alors, au-delà du Burkina, vous semblez être panafricaniste aussi. Absolument, parce que sur les traces de Joseph Kizerbo, éventuellement. Le Burkina tout seul ne peut pas compétir face à la Chine. Le Togo tout seul ne peut pas compétir face à l'Inde. Donc, notre avenir à nous, l'avenir du continent africain est panafricain, d'une manière ou d'une autre. Si l'Afrique aujourd'hui, demain matin, si elle crée une Union africaine, si l'Afrique devenait un pays, automatiquement c'est la 3e ou 4e puissance. Mais on vous dit qu'aucun président africain ne veut être un gouverneur, donc du coup on ne pourra jamais avoir les États-Unis d'Afrique. C'est un rêve qu'il faut nourrir et il faut y croire. Et pour cela, il faut que nous contribuions déjà dans nos pays à l'avènement des gens qui pensent et qui croient au panafricanisme. Monsieur Zongo, on est pratiquement en fin d'émission. Je vais vous entendre. Quand vous regardez la situation du Burkina Faso, est-ce que vous avez espoir que ce pays va retrouver son lustre d'antan? Absolument. Moi, je pense que d'abord, en tant qu'être humain, si on n'a plus d'espoir, on n'existe pas. Ce qui nous fait vivre, c'est l'espoir. Et deuxièmement, si nous sommes d'accord que nous sommes dans une phase critique de notre vie politique, si nous sommes d'accord que c'est notre vie en tant que nation qui est menacée, on ne doit pas céder au désespoir. Il faut qu'on s'organise. Et organiser le peuple, c'est la chose qui a fait connaître le Burkina Faso. Pourquoi aujourd'hui, chaque fois qu'un militaire se met sur la scène politique, les gens ont de l'espoir? C'est parce qu'ils pensent à Sankara. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le treillis qui a fait de Sankara ce qu'il est. C'est l'intégrité, c'est la saine gestion des finances publiques et c'est surtout le projet politique. Et l'engagement, son amour pour le Burkina Faso son aussi. amour pour le pays, qui est un amour qu'on ne doit pas trahir. Quel que soit le prix à payer, il ne faut pas qu'on trahisse cet amour-là. Et c'est pour ça que nous pensons, et moi je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va venir sauver le Burkina Faso. Quand je vois les débats Russie, France, etc., ce n'est ni la Russie, ce n'est lui. Donc c'est un faux débat sur les partenariats. C'est le Burkina. Il faut être pro-Burkina. C'est le Burkina qui décide de ce qu'il veut pour son avenir. Et maintenant, une fois que le Burkina décide de ce qu'il veut,
il va maintenant à la recherche des partenaires qui peuvent l'accompagner. Mais on ne va pas s'asseoir et penser que c'est la France qui va venir nous aider, c'est la Russie qui va venir nous aider, c'est les Turcs, etc. Non. Les gens, tous les pays de la Terre lisent le monde en fonction de leurs intérêts. Les gens qui viennent nous aider ont aussi des intérêts. Donc nous aussi, nous avons nos intérêts. Il faut que froidement, on lise le monde en fonction de nos intérêts. Et c'est nous qui devons dicter l'agenda. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir dicter l'agenda pour nous. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, M. Zongo. Je vous en prie. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est nous qui devons dicter l'agenda. Personne ne doit venir dicter l'agenda à nous imposer pour la défense de notre territoire. Je rappelle au passage que vous êtes chargé de communication adjoint au niveau du mouvement Sens. Servir et non se servir. Voilà donc un mouvement politique au Burkina Faso. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je signale au passage également, c'est très important, vous êtes auteur de 2 livres. Le premier, Penser et agir pour l'Afrique, qui a été publié en 2020. Le deuxième, Appel à la jeunesse burkinabé, qui date de 2022. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Le Grand Débarrage de Burkina Info. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.